Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Il y a des risques à la solitude. Tu as évoqué dépression, suicide même. Ah non, mais il y en a énormément. Tu y as pensé? Oui. Enfin, si tu veux oui, en bien parler, sûr, bien sûr. Évidemment, on est là pour aider tout le monde, bien sûr, j'y ai pensé. Ah oui, j'y ai pensé. La souffrance était telle... Mais moi, j'ai même ressenti une souffrance physique, tellement la souffrance était intense de la solitude. Ça venait me prendre sur la partie haute du corps et ça, comme si j'allais faire un arrêt cardiaque, quoi. C'était oppressant. Oppressant. Je sentais que, je sais pas expliquer, mais ceux qui ressentent la solitude, qui l'ont subi à un très haut niveau, doivent savoir de quoi je parle. Mais ça vient au moment où, oui, comme une très grosse dépression, où on a juste envie d'en finir, en fait. Bonjour et bienvenue sur ABC Talk TV dans l'émission « Et si on papotait ?» Aujourd'hui, au programme de nos papotages, nous allons parler de la solitude, un sujet qui n'est pas beaucoup abordé. Et on a en plateau deux invités magnifiques. Et comme tous mes invités, on a Alexia Borg. Bonjour. Bonjour. Alors Alexia, tu es présentatrice TV, oui. Auteure du livre « La solitude est un connard » aux éditions Jouvence. Oui. Et c'est de ça dont on va parler. Alors le titre est très évocateur. Oui. On a aussi en plateau Anna Michalek, qui est psychologue spécialisée en neuropsychologie. Merci d'être là avec nous. Merci pour l'invitation. Et alors pourquoi on parle de solitude? Alors je cite une étude Ipsos, qui est d'ailleurs dans le livre d'Alexia Borg. 63% des individus souffrant de solitude ont eu des pensées suicidaires. Il faut savoir que 11 millions de Français, c'est-à-dire une personne sur 5, se déclarent seuls. On est sur des chiffres qui vont de l'ordre de 83% des 18-24 ans, 85% des 25-34 ans. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré la solitude comme une menace urgente pour la santé. Vous êtes un quart dans le monde à vous sentir seul. Et donc voilà, ce fameux livre où, alors le titre est très évocateur, hein, La solitude est un connard, aux éditions Jouvence. On va commencer par ça. Entre deux mondes. Entre cet espace que certains nomment l'invisible, les défunts, nos envolés, il est possible d'y recevoir des messages, des signes, des images et des visions. Entre deux mondes. Entre médiumnité et voyance, c'est ce voyage que nous vous proposons lors d'une série de conférences exceptionnelles. Ce voyage unique entre deux mondes est à votre portée sur abctalk.fr pour réserver vos places. On a vraiment hâte de partager de si belles émotions ensemble. Entre deux mondes. Alors, quoique, il faudrait quand même que je dise, Alexia, que tu es entrepreneur, quand même, depuis l'âge de 19 ans, qu'on te connaisse un petit peu, dans le secteur de la formation professionnelle. Tu as fait des études en marketing, hein, tu me dis si je fais des erreurs. Tu as commencé ta carrière à New York pour Orange Business Service, dans le secteur des visioconférences. Et aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes, journaliste, entrepreneur, coach, consultante, et plus récemment présentatrice télé et radio pour BFM Business et Figaro TV. Alors surtout Figaro TV. D'accord, bon, surtout Figaro TV voilà, dans ce cas. Ça fait déjà partie un peu du passé. Oui, bon. Mais Figaro TV, oui, effectivement, j'ai une émission qui s'appelle Talent et Carrière. Beaucoup de casquettes et tu dis, et je cite, « Je serai toujours passionnée par l'humain dans sa transcendance et dans ce qu'il peut accomplir de meilleur au travers des sciences et des nouvelles technologies. Tu es sensible à la solitude des dirigeants et aux enjeux des DRH dans toutes leurs dimensions. » Alors, j'essaye de faire un passage vers ce livre. Est-ce que c'est ça, la solitude des dirigeants qui t'a emmené vers ce livre, Non. solitude, ou pas du tout? C'est ma solitude qui m'a amené vers ce livre. Ta solitude. C'était mes 35 ans de solitude que je n'ai pas
compris tout de suite. Mais j'ai mis beaucoup de temps à mettre ce mot-là sur les mots, le mal que je vivais. Oui. Et je l'ai compris très récemment. Et puis, à force de faire des recherches sur qui j'étais, comment mon cerveau fonctionnait, pourquoi je vivais ces choses-là, je suis allée me confronter à moi-même, quitte à prendre le risque d'avoir parfois des réponses inconfortables en allant justement consulter Anna, psychologue et neuropsychologue, pour avoir des réponses sur mon fonctionnement. Et en fait, j'ai enfin mis ce mot-là qui était d'une justesse incroyable, parce qu'en fait, la solitude, même si c'est pas un trouble clinique, ça reste quand même quelque chose qui peut se voir sur une IRM et qui est vraiment quelque chose qui est lié aux neurosciences et qui peut être traité si on commence à le prendre au sérieux et qu'on commence vraiment à le détecter. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. La solitude qu'on peut voir à l'IRM. Là, je vais apprendre des choses, je pense. Anna, donc je rappelle, Anna Michalek, tu es psychologue spécialisée en neuropsychologie. Tu as obtenu un master en neurosciences, en neuropsychologie clinique à l'université de Paris-Nanterre, c'est bien ça? Ouais, tu as depuis exercé dans 3 cabinets pluridisciplinaires. Tes domaines d'expertise sont notamment le dépistage et la prise en charge des troubles du neurodéveloppement et du trouble anxieux généralisé. Exactement. Et tu as écrit la préface du livre d'Alexia Borg, voilà, avec la personnification de cette solitude en un connard, voilà. Et puis tu accueilles d'ailleurs ta patientèle dans un cabinet à Levallois-Perret. Là, c'est tout. Alors comment s'est fait cette rencontre? Enfin, si j'ai compris que du coup c'était ta psychologue. Alors oui, en fait, Anna, pas tout à fait. En fait, c'était à un moment donné, donc je le décris dans l'un des chapitres de mon livre, où je sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal chez moi. Je me dis, il y a trop de souffrance. Et c'est pas une souffrance passagère. Quand j'en parle aux autres, ils comprennent pas vraiment ce que c'est. Et j'essayais justement d'avoir des réponses sur Internet pour comprendre les symptômes que j'avais. J'arrive à des sigles qui m'insupportent à l'époque, comme HPI, TDAH, hypersensibilité et tout ça. Je me dis, mais non, mais c'est pas ça, c'est pas possible. Quand tu cherchais par rapport à tes symptômes, simplement, tu savais pas encore que c'était la solitude qui créait ces symptômes-là? Je pensais pas que c'était ça. En tout cas, tu tombais sur HPI et TDAH. En tout cas, je tombais sur ces sigles-là et je me suis dit, bon, je vais me confronter à moi-même et je vais avoir mes réponses. J'étais persuadée que j'étais pas du tout HPI. Le TDAH, je savais plus ou moins que j'avais des problèmes d'attention, mais le H avec l'hyperactivité, je pensais que c'était pas pour moi. Bref, je me dis, il va falloir que j'aille me confronter à des tests psychologiques. Et que j'aille avoir mes réponses. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Anna. En fait, c'est parce que je suis allée lui demander de l'aide en disant, voilà ce que je ressens. Est-ce qu'on peut faire une batterie de tests pour savoir si j'ai même d'autres troubles? Et je suis prête à affronter voilà, le verdict. Et c'est comme ça qu'en fait, elle m'a fait passer les tests et que j'ai rencontré Anna. Alors des tests, quand on parle de tests, on parle de quoi? Alors en fait, avant tout test neuropsychologique, on a un premier rendez-vous, une première entrevue, et donc c'est là que j'ai rencontré Alexia. On fait ce qu'on appelle une anamnèse, donc on vient retracer un peu tout le développement. Le but, c'est pas de faire des tests uniquement pour faire des tests ou des activités, c'est vraiment de comprendre le sujet dans sa globalité, dans tout ce qu'il est. Et du coup, on échange un petit peu avec Alexia, je lui pose pas mal de questions et je comprends qu'il y a quand même un fonctionnement qui sort un petit peu des normes et que ça serait intéressant pour elle d'aller un petit peu plus loin dans la démarche. Donc, quand on appelle des tests, c'est des tests neuropsychologiques, c'est des batteries qui sont standardisées, qui sont normées, qui permettent de voir un petit peu le fonctionnement dans sa globalité. Le but avec Alexia, c'était de comprendre son mode de fonctionnement. Donc, on a fait un test qu'on appelle le test de l'efficience intellectuelle. Donc, c'est le fameux test de QI. Mais c'est ce que j'ai expliqué à l'époque à Alexia et que j'explique encore aujourd'hui avec ma patientèle. Le but, c'est pas de voir est-ce qu'il y a un haut potentiel ou pas. C'est à la mode, effectivement, comme terme. C'est pas de voir quel est le QI ou quelle est l'intelligence. C'est vraiment de voir comment fonctionne la personne, son mode de raisonnement. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec Alexia. On a poussé un petit peu la démarche et puis on a pu comprendre qu'elle avait effectivement un fonctionnement qui sort de certaines normes avec un profil complexe, très intéressant. Et c'est en poussant un petit peu dans cette démarche-là qu'on peut comprendre comment on fonctionne, nos forces, nos faiblesses. Le but, c'est pas de passer un test pour répondre à une question, une étiquette, un diagnostic. C'est vraiment de voir le fonctionnement global de la personne et surtout de mettre en place des stratégies et des outils au quotidien. Et ce test a amené vers un diagnostic, je ne sais pas si on parle de diagnostic, de solitude, en fait.
Enfin, une des causes. Non, Oui, c'est pas comme ça que ça se passe, pas le vraiment, cheminement. en fait. Je te laisse peut-être, tu peux parler des résultats, qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est de ces résultats-là que j'ai compris certaines choses. D'accord. Ça se fait en plusieurs étapes, mais en tout cas, à la suite du test, le but, c'est pas d'avoir une étiquette ou un diagnostic. On a retrouvé effectivement un haut potentiel intellectuel qui n'est pas un trouble, qui n'est pas un handicap, qui est un mode de fonctionnement avec, pour le coup, un trouble du neurodéveloppement associé qui, là, peut avoir un peu plus d'impact dans le quotidien. Mais l'important du test neuropsychologique, c'est les outils et les stratégies qu'on peut avoir à la suite. Et donc, en fait, le but, c'est de se servir de ce test-là pour améliorer un petit peu son quotidien et se poser des questions. Et donc, j'imagine que Alexia, une fois qu'elle a compris cette partie-là de son fonctionnement, elle a pu se poser d'autres questions sur et alors après, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ressens ce sentiment de solitude? Pourquoi j'ai ce décalage depuis des années? C'est ce cheminement, en fait, qui est arrivé à ça. C'est ce cheminement. Libération, quand on se dit, ah oui, c'est certainement la solitude. En fait, c'était l'une des causes qui m'a amenée à consulter Anna, c'était ce sentiment de solitude. Parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que, en étant entourée, en ayant des amis, en ayant une vie sociale plutôt remplie, même en étant en couple dans le passé, même là je suis célibataire et je l'ai été quand je l'ai. Mais même en couple, je me sentais très seule. Pourquoi cette solitude était là? Donc le décalage que je ressentais intellectuel par rapport aux autres, de pas aller autant en profondeur dans certains sujets, me dérangeait, ou je me disais est-ce que c'était moi qui avais un souci ou pas. Donc en fait les tests passés m'ont aidé à comprendre mon fonctionnement. Mais une fois que j'ai compris, donc le test de QI a révélé ce qu'il devait révéler, mais en comprenant ça, je me suis dit donc cette solitude, je la vis. Maintenant je comprends pourquoi, mais je pense que d'autres la vivent aussi, et j'ai en fait essayé de trouver mon propre outil pour y faire face. Et mon propre outil à moi, et je vais après laisser Anna l'expliquer un peu mieux que moi, ça a été ce qu'on appelle la diffusion cognitive. C'est-à-dire que plutôt que de me dire « je me sens seule », je suis seule, je me sens tellement seule face à cette personne ou face à cette situation ou dans cet environnement, je me suis dit non, ça c'est en train de me faire couler, c'est en train mais vraiment de me mettre dans des états très très bas. Donc je décide de le voir différemment, je décide de l'extraire de moi. Donc diffusion cognitive, c'est vraiment quand tu diffusionnes avec tes pensées et tu te dis en fait c'est quelqu'un d'autre, c'est comme un démon qui vient te parler à des moments où tu es censé te retrouver avec toi-même et tu es censé être bien. Je le vois comme un démon, et donc ce n'est pas moi qui parle de ça. Donc ce qu'on appelle maintenant une diffusion. Diffusion cognitive, c'est exactement ça. En fait, la diffusion, c'est une technique qui fait partie d'un groupe, la thérapie ACT. La thérapie ACT, c'est un type de thérapie qui fait partie de la 3e vague des TCC. Je sais pas si c'est... Thérapie comportementale et cognitive. Exactement, donc de la dernière vague de ce type de thérapie basée sur des sciences. C'est vraiment un type de thérapie qui a été établi. Et en fait, dans cette thérapie ACT, c'est thérapie donc de l'acceptation et de l'engagement. Donc le but de l'acte, c'est d'accepter ses propres états mentaux, qu'ils soient positifs ou négatifs. On est dans l'acceptation, ce qui est déjà un très bon début. La thérapie ACT, elle a des principes fondamentaux, notamment l'acceptation, la pleine conscience, le fait d'être pleinement engagé, le fait d'avoir des valeurs, d'être compris dans ses valeurs, d'être flexible, bref, un ensemble de principes fondamentaux, notamment la diffusion cognitive. La diffusion cognitive, c'est du coup le fait de diffusionner avec ses pensées. De base, je suis une fusion, je suis mes pensées. Si le samedi soir, je suis au fond de mon lit toute seule et que je me dis je me sens seule et je vais passer toute ma vie seule et je serai seule jusqu'à la fin de mes jours, je suis en train de me dire que mes pensées sont réelles et valides. Je suis en fusion avec mes pensées. Mais en fait, si je viens diffusionner et que j'hypothétise un petit peu en disant en fait non, peut-être que je ne suis pas mes pensées, et si j'apprends à regarder cette pensée-là au loin et que je me dis ok, là je suis seule ce soir, mais en fait c'est pas pour ça que je vais être seule pendant 10 ans, 15 ans ou toute ma vie, et que j'apprends à prendre du recul avec ces pensées, je viens diffusionner, observer, prendre du recul et du coup un petit peu mieux vivre ces pensées-là. En fait, cette thérapie-là, elle permet d'accepter le positif, le négatif, avec plein d'outils et de techniques qui sont vraiment très très bien.
et de prendre du recul. Moi, là, j'ai une question qui me vient, et c'est une question à la psy que tu es, que je vais poser. Est-ce qu'on peut vivre seul ou vivre avec sa solitude, mais très bien? Ou est-ce que tout le monde se retrouve pas bien dans la solitude? C'est une très très bonne question. Il y a Merci. déjà deux types de solitude. Il y a la solitude qui est subie et celle qui est choisie. Et c'est complètement différent. Moi, par exemple, après une journée de consultation, je choisis d'être seule le soir pendant un temps parce que sinon je vais être irritable et c'est pas possible. Par contre, il y a la solitude qui est subie et c'est celle-ci dont on parle un petit peu plus. C'est ce que toi tu ressentais, Alexia, une solitude subie malgré le fait d'être entourée, finalement. Ouais, mais en fait, c'est ça qui était bizarre parce que je la cherchais, cette solitude. Ah, c'est très. Et c'est pour ça qu'elle j'avais un rapport là extrêmement ambigu avec la solitude parce que autant j'avais besoin de cette solitude pour me ressourcer et pour recharger mes batteries, mais autant je la subissais à la fois, même en étant accompagnée et entourée et même en étant seule aussi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, dans une seule et même situation, je peux être à la fois extrêmement nourrie, heureuse, sereine et à la fois complètement accablée? Et c'est en personnifiant ce moment où cette solitude m'accable, par le fait de dire que c'est ce connard qui vient en fait me polluer dans ces moments de solitude qui sont à la base choisis et qui sont à la base très porteurs de solutions et transcendants, comme j'aime bien le dire, que j'ai réussi à faire une distinction. Mais il y a aussi une distinction linguistique que j'aimerais souligner, parce que par exemple, cette question, et le titre ne serait pas le même. Par exemple, si je dis en anglais la solitude est un connard, je dirais loneliness is a bastard. Pourquoi? Parce que en anglais, eux, ils ont réussi à mettre 3 mots distincts pour parler des 3 solitudes. C'est ce dont tu parles dans ton livre. Oui, des 3 solitudes différentes. T'as la solitude choisie, qui est solitude en anglais, solitude. Ça, c'est la solitude vraiment positive. Ils ont cette distinction. Et c'est génial. Et alors la solitude, qui est choisie. Solitude, ça c'est celle qui est choisie et qui est positive. Loneliness, là c'est donc l'aspect négatif qui est accablant, qui conduit à la dépression et au suicide. Et aloneness, c'est neutre. Parce qu'il y a aussi le neutre, c'est-à-dire on est seul au volant, il n'y a pas de ni connotation ni positive ni négative. Je trouve que cette richesse linguistique des anglo-saxons vient en fait déjà donner énormément de clés sur notre état émotionnel et ce qu'on ressent. Et dans l'acceptation, c'est génial. Et d'ailleurs, les grands coachs en parlent beaucoup de cette dichotomie loneliness et solitude. Alors que nous, quand on parle de solitude, c'est ça qui est bizarre parce que... Tout est dans le même sac. Tout est dans le même sac. Et quand je peux venir voir quelqu'un et dire je souffre de solitude, alors que la personne, elle adore la solitude, elle va pas comprendre. Non, mais de quoi tu parles? Mais d'ailleurs, tu l'évoques dans ton livre à un moment donné, de pas dire à quelqu'un qui vient s'adresser à toi pour te dire je me sens seule, et de pas dire c'est chouette parce qu'on ne vit pas la solitude de la même manière, on ne ressent pas. Et c'est important qu'on en parle. C'est pas le même langage. C'est pas le même langage, alors qu'on a le même mot pour dire deux choses complètement opposées. Exactement. C'est comme dire je souffre de dépression. Ah bon, j'adore la dépression. C'est exactement ce que tu dis. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup interpellée. Je me suis dit, oui, effectivement, la solitude, on n'a qu'une manière de le dire, nous, en France. Alors, il y a des risques à la solitude. Tu as évoqué dépression, suicide même. Ah non, mais il y en a énormément. Tu y as pensé? Oui. Enfin, si tu veux. Oui, bien parler, sûr, bien sûr. Évidemment. On est là pour aider tout le monde, bien sûr, j'y ai pensé. Ah oui, j'y ai pensé. La souffrance était telle. Mais moi, j'ai même ressenti une souffrance physique. Tellement la souffrance était intense de la solitude. Ça venait me prendre sur la partie haute du corps et ça, comme si j'allais faire un arrêt cardiaque, quoi. C'était oppressant. Oppressant. Je sentais que, je sais pas expliquer, mais ceux qui ressentent la solitude, qui l'ont subie à un très haut niveau, doivent savoir de quoi je parle. Mais ça vient au moment où, oui, comme une très grosse dépression, on a juste envie d'en finir, en fait. Ça, Anna, c'est quelque chose que tu vois. D'ailleurs, tu le vois beaucoup, c'est courant au cabinet d'avoir des personnes qui te consultent ce type de problématique. Pour rebondir un petit peu avec ces mots d'Alexia, c'est sûr qu'il y a une partie aussi anxiété liée à la solitude, avec parfois des grosses crises d'angoisse qui prennent beaucoup de place et des symptômes physiques vraiment majeurs avec cette solitude. Pour revenir un petit peu avant aussi sur les IRM et l'impact, il y a eu des IRM cérébrales qui ont montré et où des zones cérébrales se sont allumées à l'endroit où on ressent la douleur physique, à un moment où on se sentait exclu socialement. Et donc en fait, on peut prouver que une exclusion physique, un harcèlement ou le fait de se sentir vraiment isolé
peut avoir le même impact au niveau des zones cérébrales qu'une claque, qu'une douleur physique. C'est quoi, ce sont des sécrétions hormonales ou on ne sait pas encore comment ça fonctionne? C'est des zones d'activation visibles à l'IRM, mais en fait, c'est des zones d'innervation, des zones actives plus ou moins. Que si je parle, mon cerveau va s'allumer à ce niveau-là. Là, c'est un petit peu pareil. Si je ressens quelque chose, ça va s'allumer dans l'IRM. Mais en fait, on a du coup prouvé de manière scientifique et vraiment structurelle et tangible qu'il y a un impact de cette solitude. Et c'est là qu'on en a pas mal parlé aussi avec Alexia, avec la préface du livre que j'ai écrit. On a beaucoup discuté de ces sujets-là et en fait, non, on ne parle pas de solitude dans les suivis. Moi, je ne l'ai pas appris lors de mes études. C'est fou, hein. Il y a quelques bouquins qui existent. Effectivement, qui sont un petit peu quand Alexia m'a parlé de ce livre-là et du thème, jamais j'aurais pensé qu'on pouvait écrire là-dessus. Parce que pour moi, la solitude... C'était quelque chose de positif. Déjà, pour moi, c'était positif. Et ça je ne me sentais pas concernée. Bon, Tant encore mieux. heureux, tant mieux, parce que 11 millions pas. de Français seulement, mais c'est déjà beaucoup. Voilà, sont concernés. Heureusement, et je le souhaite à personne. Et bien évidemment. Et avec des impacts physiques, mentaux, des risques accrus de dépression, d'addiction, de troubles anxieux généralisés encore une fois, mais aussi des risques physiques bien réels, des risques cardiovasculaires, des risques semblables au tabagisme sur la mortalité. Enfin, c'est des chiffres qui sont complètement alarmants. C'est un enjeu de santé publique qui est énorme, mais on n'a pas de troubles, on n'a pas de diagnostic, on n'a pas d'échelle. Pas encore. Est-ce qu'on peut dire pas encore? Alors oui, alors ça a été un sujet par rapport à l'échelle, parce que dans le livre, justement, je dis, est-ce que vous êtes concernés? Et je donne 20 signes. Oui, tout à fait. Voilà, pour savoir si les personnes peuvent se sentir... Très bien ce passage, oui. Ça permet effectivement de savoir si on est en train d'aller vers si on est en train d'aller vers ça. Et je voulais justement demander à Anna, je dis, est-ce qu'il y a dans vos livres, dans les cours, je sais pas, un test qui permet, mais vraiment scientifique, hein, qui permet de savoir si on répond à telle catégorie, on répond à telle question, on est concerné ou pas. Et en fait, il n'y a rien de spécifique. Il y avait quelque chose de semblable, mais qui était une échelle validée dans une université, mais en fait, il n'y a pas de test qui existe, pas de questionnaire, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de standardisation. On ne sait pas. Et en fait, on peut demander à 4 personnes différentes qu'est-ce que la solitude, on aura 4 réponses différentes. Et le problème, c'est que si on va voir son médecin et qu'on dit je souffre de solitude, il va dire bah, sortez, appelez votre... Enfin, il va nous donner des trucs. Alors que si on dit je souffre de dépression, là, il y a des médicaments par contre. Donc 2 poids, 2 mesures. Et puis différents niveaux dans la solitude, en plus, c'est il y a différents niveaux. Complexe, il y a différents niveaux. Moi, j'ai connu tous les niveaux, donc c'est pour ça que je parle de 20 situations différentes et que j'ai déjà connu de la plus légère à la plus dure. Mais c'est vrai que dans ces 20 situations, on retrouve par exemple un état d'alerte permanent. C'est-à-dire que même pendant notre sommeil, quand on subit cette solitude, on est en état d'alerte permanent. C'est-à-dire que notre cerveau, il se dit on est en danger. On est seul, on est en danger. Donc, il peut y avoir plusieurs choses par rapport à cet état d'alerte. Il y a l'état d'alerte physique, on se sent menacé. On peut se dire, j'ai un danger de mort tout le temps. Donc, on a un sommeil très léger. Je me réveillais toutes les heures. Il y a une période où je me réveillais toutes les heures. Le moindre bruit dans la rue, c'était un état d'alerte. On va venir... l'hypervigilance. L'hypervigilance, exactement. C'est vraiment un symptôme d'hypervigilance qui est épuisant et qui peut se retranscrire aussi d'une autre façon dans une vie sociale qui est assez particulière. C'est-à-dire qu'on peut ne pas bien interpréter les rapports sociaux et ce que les autres pensent ou disent de nous. Donc, par exemple, si on est en train de discuter à une terrasse où je suis toute seule, par exemple, en train de boire mon café, et que je vois quelqu'un ou j'entends quelqu'un rigoler à la table d'à côté, je peux me dire qu'ils sont en train de se moquer de moi. Alors que pas du tout. C'est ce dont tu parles dans le livre, le regard des autres. Le regard des autres qui peut être complètement biaisé par cette interprétation des relations sociales et de ce qui se passe dans notre entourage. Ce qui fait qu'on peut être hyper sur la défensive, on peut avoir des comportements de surréaction par rapport à certaines choses qui vont paraître anodines pour la plupart, mais qui, pour ceux qui vivent la solitude, vont être monumentales. Et on va avoir de fausses perceptions, parce que la plupart du temps, c'est faux. Si la table d'à côté rigole, c'est parce qu'ils sont en train de rigoler, c'est pas pour nous. L'histoire de la table, c'est vraiment quelque chose que tu as vécu. Oui, je l'ai vécu de tellement de façons différentes. En fait, j'ai jamais été vraiment acceptée, ou je me suis jamais vraiment sentie inclue dans un groupe, notamment à l'école. Donc, de maternelle, primaire, collège, lycée, école de commerce. Je me suis jamais sentie hyper intégrée, ou je me suis toujours sentie un peu bizarre, ou en tout cas ce que les autres me faisaient ressentir.
Bon, j'ai vécu avec ça, mais du coup, cette solitude sociale et d'appartenance à un groupe, elle a accentué ces symptômes de « on m'aime pas » ou « si un tel me regarde comme ça, c'est parce qu'il me trouve bizarre ». Et j'avais jamais vraiment relié ça, forcément, parce qu'alors il y a 10-15 ans, on était encore très loin de ces sujets, mais au fait qu'en fait, c'était cette solitude qui allait exacerber c'est ce sentiment-là d'exclusion, en fait. Le fait de travailler en télé, alors je ne sais pas si tu ressentais encore la solitude à ce moment-là, ça a accentué la solitude ou à l'inverse, comme on est plutôt entouré en télé, il y a du monde tout le temps, ce qui n'arrange pas la problématique, j'ai bien entendu. Est-ce que, au contraire, est-ce que ça a aidé ou pas de travailler en télé pour se sentir accepté, on va dire, écoute, au milieu de l'image, on va dire, non, et des apparences. Ouais, c'est une très bonne question aussi. Le pic de solitude que j'ai pu subir, ça a été justement quand j'ai commencé la télé. Waouh. Ouais. Contrairement à tout ce que tout le monde peut penser. Eh oui. On pourrait dire l'inverse. Mais tout le monde s'est dit l'inverse. Les lumières, la paillette, et les paillettes, etc. Mais finalement, tout le monde s'est dit l'inverse. Parce que tout le monde s'est dit, bah, maintenant, elle est à la télé, elle doit être sursollicitée, invitée de partout, avoir plein d'amis. Ce qui est le cas quand même, non? Tu étais certainement très sollicitée, mais tu n'avais peut-être pas envie, même pas? Déjà, je n'étais pas spécialement sollicitée. D'accord, ok. Ça, c'est une fausse croyance aussi. Encore aujourd'hui, bah, alors ça dépend ce qu'on appelle solliciter. Forcément, si je regarde les messages LinkedIn et qu'on me demande de regarder, bien sûr. Je parle pas de ça. On parle de sollicitation. Je parle de sollicitation nourrissante. C'est ça. Et c'est pas le cas. Non, et je pense qu'au contraire... c'est peut-être l'inverse. Est-ce que du coup, le fait de travailler en télé n'a pas éloigné certaines personnes de toi en se disant, bon, bah... Il y en a plein. Elle est plus de mon monde, entre guillemets. Il y en a beaucoup qui ont senti... qui ont projeté en moi un décalage qui n'existait pas et qui du coup s'est dit, bon, bah, je vais pas l'inviter à telle soirée, elle va jamais venir. Ça y est, maintenant... Alors que, bah, pourquoi? Non, en fait, si tout le monde se dit ça, bah, je suis tous les... Donc là, c'est un message qu'on lance. Chers amis d'Alexia. Je lance aussi pour Sandra. Appelez-la, invitez-la à des avant-premières, invitez-la à des... Moi, je suis sursollicitée. Non, quoique, avant-première. C'était ta avec première grand fois. plaisir, Voilà. c'est vrai. C'est vrai, pour la petite histoire, Alexia m'a invitée à une avant-première et c'était ma première fois. Tu vois? J'ai l'impression d'être sursollicitée, ce qui n'est pas le cas, finalement. Mais en fait... Mais je le vis pas mal, pas encore, peut-être jamais. Comme je disais tout à l'heure en loge, je ne connais pas, moi, ce connard, et tant mieux. Et tant mieux. C'est déjà ça. D'ailleurs, addiction, on en a parlé. Alors du coup, je vais regarder Anna. Je ne sais pas si t'en es arrivée à là ou pas, mais il y a des risques d'addiction, c'est-à-dire des personnes qui vont se droguer pour oublier la solitude, par exemple, ou s'alcooliser. Complètement, se tourner vers diverses drogues, l'alcoolisation, complètement. La solitude impacte aussi le système de récompense immédiate, donc la dopamine. Et qu'est-ce qui apporte plus de dopamine finalement que différentes drogues ou l'alcool? Je me sens seule, je bois un verre, je prends une substance et puis de fil en aiguille, l'addiction peut se créer quand même assez rapidement. La solitude, encore une fois, c'est vraiment un enjeu majeur parce qu'elle touche tout plein de domaines. C'est l'addiction, c'est encore une fois la santé mentale, c'est tellement de sujets qui s'entremêlent, entre guillemets, c'est un cercle vicieux. Et donc, plus je me sens seule, plus je consomme, plus je me sens seule. Eh oui, c'est que je m'exclus. Et d'ailleurs, par rapport, je l'ai aussi évoqué dans le livre, et je pense que ça peut être intéressant d'en toucher juste 2 mots rapidement. On a fait une étude sur des souris avec la cocaïne. Ça s'appelle le Rat Park. Et en fait, on a mis des souris seules, mais avec un accès à de la cocaïne, ou en tout cas, c'était quelque chose qui ressemblait à de la cocaïne, mais c'était l'équivalent pour eux. Et on a remis la même dose de substance de cocaïne, mais cette fois-ci avec d'autres souris et avec plus d'activité. Les souris qui étaient toutes seules allaient constamment consommer de la cocaïne. Les souris qui étaient dans le Rat Park avec d'autres, même s'il y avait la substance qui était là à dispo, elles n'y allaient pas et elles y allaient beaucoup moins. Très intéressant. Oui, c'est intéressant parce qu'au final, pour régler, si on se sent entouré, l'inverse de l'addiction, c'est vraiment l'interaction sociale. C'est intéressant. Et une interaction sociale nourrissante. Encore une fois, je précise ça parce que juste pour revenir aussi, et je pense que c'est aussi le message le plus important que j'ai envie de faire passer dans ce livre, c'est que pour revenir sur l'IRM,
oui, effectivement, on voit l'aspect douleur physique. Hein. Un ghosting, par exemple, on se fait ghoster, ça équivaut à un gros coup de poing, quoi. Alors, traduis ce qu'est un ghosting pour ceux qui ne connaissent pas. Un ghosting, c'est plus connu dans la sphère un peu amoureuse, mais c'est quand on parle beaucoup avec quelqu'un qui nous donne rendez-vous et après plus de nouvelles. Voilà. Plus de nouvelles et c'est terrible en fait. C'est pas d'explication, plus de nouvelles. C'est le mal plus de notre époque parce que ça n'existait pas avant sans les réseaux sociaux et autres. Hein, mais on pouvait avoir avant qu'on arrête d'écrire les lettres. J'ai l'impression que c'est plus facile maintenant de on est derrière un écran. C'est ça. Et ça, effectivement, donc le ghosting, donc ça renvoie à une solitude extrême, puisqu'en plus, on n'a pas d'explication de pourquoi on se retrouve seul. Donc ça, effectivement, ça a été vraiment vu comme, par la science comme vraiment une douleur physique. Mais ce que je veux aussi vraiment attirer l'attention, c'est que quand on souffre de solitude, il y a une autre partie de notre cerveau qui se met en état d'alerte et qui est semblable à l'état d'alerte de la faim. Donc c'est un état d'alerte qui est vu déjà en IRM et qui est exactement similaire à ce que le corps te donne des indications, il faut faire quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est petit, on nous apprend très vite ce que c'est que la faim. On a le ventre qui gargouille et notre maman, notre référent en tout cas qui s'occupe de nous, va nous dire « Ah, t'as faim, va te nourrir de ça ». Avec l'âge, on comprend de quoi il faut se nourrir à quel moment de la journée. Donc le matin, on va pas se dire tiens, je vais m'ouvrir un paquet de chips et je vais me mettre un truc hyper gras tout de suite. On va se dire je vais je sais pas moi consommer une tartine avec du pain, etc. Et on a appris au fur et à mesure à répondre aux signaux de la faim avec les bons aliments. Aujourd'hui, et c'est là où s'arrête la science avec les études du docteur Cacioppo, on a compris que la solitude, c'était un état d'alerte comme celui de la faim. Ce qu'on nous invite à faire, c'est à répondre à cet état d'alerte, c'est-à-dire quand tu as faim, tu vas ouvrir le frigo et tu vas te servir à manger. Quand tu ressens cet état d'alerte et que tu le reconnais, dans ta solitude, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer à une action qui est une action d'appeler quelqu'un ou avoir une interaction sociale. Là où je veux vraiment aussi aller un peu plus loin que ça, et je remercie toutes les recherches qui ont été faites jusqu'à présent, mais on va pas assez loin pour moi. Ce que j'invite à faire, c'est aller chercher la bonne nourriture au bon moment, voire même de faire un jeûne. Parce qu'aujourd'hui, on sait la qualité du jeûne, ce que ça apporte sur notre corps. On sait que ça va régénérer nos cellules. On peut se dire, tiens, j'ai faim, mais il est telle heure, je vais peut-être attendre midi pour manger, ou je vais peut-être sauter un repas parce que là, je sais que ça va me faire du bien, parce que ça va me redynamiser, ou je vais faire un jeûne qui va me nourrir. Tu veux dire par là pour se recentrer sur soi. Exactement. Le jeûne qui permet de vraiment sentir ses sensations. Il y a des jeûnes aujourd'hui qui se font, alors je ne suis pas là pour faire la promotion du jeûne, oui. Mais tu le sais en tant que nutritionniste peut-être. Moi, je suis plutôt contre le jeûne si je me permets. Vas-y, au contraire. Contre le jeûne si, et c'est souvent ce qui se passe, si vous recherchez à perdre du poids. Ah non, ouais. Mais si c'est pour se recentrer sur soi, si on est dans une dimension plus philosophique, moi je trouve que ça a son intérêt. Voilà, et c'est de ça dont tu parles. La solitude choisie, du coup. Exactement. C'est ça, on en revient à ça. Ouais, et c'est pour ça que quand tu as faim, et justement tu as le choix entre soit te choisir de bons aliments, c'est ça. Soit faire un jeûne, comme tu dis, un peu thérapeutique pour se retrouver, mais en tout cas tu comprends ton choix. Mais la faim, c'est pas pour autant qu'elle t'a pas donné le signal d'alerte. Bien sûr. Elle te l'a donné. Pour la solitude, je veux qu'on en arrive au même point. C'est-à-dire, on reconnaît l'état d'alerte et on se dit, OK, mon cerveau me demande de passer à l'action. Est-ce que je vais prendre sur moi et me dire, je vais pas faire d'interaction sociale, je vais profiter de ce sentiment un peu de gêne pour savoir ce qu'il y a au fond de moi, pour me recentrer sur ma spiritualité, pour chercher d'autres choses, me connaître et pas tout de suite prendre le téléphone et appeler un ami, ou à l'inverse, oui, appeler un ami, mais pas n'importe lequel, pas ce paquet de chips le matin au réveil, mais appeler un ami qui va nous nourrir. Un ami brocoli. Un ami qui nous fait du bien à notre âme, en fait. Qui fait vraiment du bien, comme ferait un aliment. Parce que si on va choisir, pour combler ce sentiment de solitude, on va appeler notre ex qui est toxique, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas ce bon aliment, c'est pas cet aliment-là qu'il faut aller chercher. Or, si on connaît pas ce signal d'alerte, eh bien, c'est le connard qui arrive pour nous dire, qui nous dit tout ce qu'il faut pas faire et qui nous lance vers les choses négatives. Anna, est-ce qu'il y a, on en a un petit peu parlé tout à l'heure en off, des associations en France? Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin la question s'adresse à toutes les deux, est-ce qu'on peut être aidé?
à part par les je vais petits. plus renvoyer en plus à Alexia parce que dans son bouquin, je trouve qu'il y a une quantité de ressources vraiment super. Il y a beaucoup d'aides, il y a des astuces. J'en ai plein aussi que je peux donner. Bon, la première aide, c'est ça. Hein. Mais franchement, ça, déjà, si vous commencez, commencer avec ce bouquin-là, c'est déjà une grande partie de la résolution. Et en plus, Alexia est dans une association et elle a plein de choses à dire sur le sujet. Alors, il y a 2 choses. Déjà, merci. Mais effectivement, je suis ambassadrice de l'association Action Solitude parce que c'est une association qui milite pour qu'il y ait un ministère des solitudes et des amours durables. Donc, comme il peut y avoir en Angleterre et au Japon. Oui. Donc, il y a quand même 2 pays au monde où ils ont mis ce sujet au niveau gouvernemental, au niveau étatique. Et nous, on n'a rien. Alors que la France est quand même l'un des pays les plus concernés en Europe. Donc, je milite avec cette association pour qu'il y ait des pétitions. En tout cas, on est en train de récolter des signatures pour sensibiliser le gouvernement à cette cause et faire en sorte qu'il y ait un vrai gouvernement, en tout cas un vrai ministère des solitudes, parce que je pense qu'on peut vraiment mettre en place des solutions hyper concrètes, ne serait-ce que les numéros de téléphone d'urgence que je donne à la fin du livre, mais aussi passer à l'action. Les vrais passages à l'action qu'il y a tout le long du livre, c'est pour oser se faire accompagner, se faire aider, se connaître, aller parler à un psy, un coach, même si c'est une thérapie brève, peu importe, mais en tout cas avoir quelque chose sous la main qui nous laisse pas seuls. Comme moi j'ai pu le faire avec Anna qui m'a beaucoup aidée quand même. Oui, il y a des solutions dans le livre, on ne va pas tout dire, mais une des premières solutions, c'est d'accepter. C'est ce qui est raconté dans le livre. Tu confirmes, Anna, que accepter, c'est le premier pas ? Oui, je reviens à ma diffusion cognitive et à l'acceptation, mais en fait, c'est clairement ça. Si j'accepte le fait d'avoir ces pensées-là, que je les mets un petit peu de côté, que je les observe, je vais pouvoir mettre en place des choses. Je vais pouvoir jeûner si c'est un jeûne dont j'ai besoin. Je vais pouvoir me recentrer sur moi. Je vais pouvoir accepter mes émotions, prendre soin de moi, mettre en place des routines. Les routines aident quand même pas mal dans le quotidien. Il y a tout un ensemble de choses à pouvoir mettre en place, mais il faut déjà accepter et comprendre que c'est cette solitude qui est pesante. Il y a un aspect aussi assez important dans la solitude, c'est en fonction de l'âge, parce que lorsqu'on est adolescent, lorsqu'on est adulte, lorsqu'on est dirigeant ou personne isolée, âgée, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a de plus en plus de campagnes quand même de pubs liées aux personnes âgées isolées, notamment en période de canicule. La Covid, la pandémie a fait émerger aussi quelques petites choses liées à la solitude. Je crois d'ailleurs que le ministère au Royaume-Uni a été créé de la solitude avant la période Covid, en 2018. Oui. Au Japon, c'est depuis la pandémie, mais c'est vrai que cette pandémie a changé quand même pas mal de choses sur la solitude, parce qu'on l'a comprise, il y a une solitude émotionnelle et physique. Et le confinement nous a un petit peu amené les deux. On pouvait téléphoner, mais on ne pouvait pas faire de câlins. Il y a eu cette distanciation. Il y a eu pas mal de choses qui ont émergé de cette période-là. Et d'ailleurs, le livre, c'est vrai que je pense qu'il s'arrête à un certain âge, parce que quand on est vraiment à un âge très, très, très avancé, où on est seul en EHPAD, peut-être pas. Ça s'adapte moins. Ça s'adapte moins parce que le passage à l'action. Les proches. Mais pour les proches, par contre, si les proches arrivent à comprendre ce qu'est la solitude, ce qui est en train de se passer, c'est ça. Pour qu'ils disent peut-être que ma grand-mère elle est avec le connard là, donc je vais peut-être l'appeler ou je vais peut-être aller lui rendre visite parce que c'est ce qui se passe. Ah ouais, j'adore. Je pourrais passer 2 heures à poser des questions. Je vais m'arrêter là et je vais vous laisser prendre connaissance de ce livre. Donc je rappelle, La solitude est un connard, aux éditions Jouvence, par Alexia Borg, avec la préface d'Anna Michalek ici présente. Il y a plein de choses. C'est une ressource. Déjà, ça permet de comprendre, effectivement. Et après, il y a des petites techniques pour aider. Alexia, est-ce que tu en es sortie de cette solitude ou c'est encore là, très présent? La solitude, elle ne partira jamais. Il faut juste la comprendre comme, encore une fois, c'est une sensation de faim. Donc, parfois, elle revient. Mais quand on comprend ce que c'est, je sais passer maintenant aux bonnes actions et pas aux mauvaises actions. Je sais faire mon jeûne et passer d'une solitude subie à une solitude choisie en disant « Ah là, c'est pas agréable, j'ai envie d'avoir une interaction sociale, mais en fait, non, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être autre chose. » Donc, je pense que maintenant, j'arrive très bien à la gérer. Je souhaite que tout le monde y arrive comme ça. Il y a toute cette réflexion sur soi. À part Alexia, sans citer de nom, bien évidemment, tu as eu d'autres patients
C'est du un même ordre des depuis. très bons effets du livre d'Alexia, c'est qu'en fait, je ne me posais même pas la question avant qu'on en discute et que ce projet prenne vie. Et en fait, maintenant, dans mes premiers entretiens, je demande toujours, est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que c'est une solitude qui est subie, qui est choisie? Et donc, je pense que moi, dans ma pratique, ça m'aide aussi à comprendre, à questionner, à aider à accepter, parce qu'après, il y a une panoplie d'outils à mettre en place en thérapie. Mais faut-il déjà questionner la solitude, ce que je ne faisais pas avant et que je fais depuis ce beau projet d'Alexia. Voilà. C'est bien. Mais effectivement, on rappelle 11 millions de Français, c'est énorme. Une personne sur 5. Donc, c'est pas rien. On est dans un groupe d'amis de 5 personnes, il y en a peut-être une qui souffre de cette solitude. Et là, ce sont des déclaratifs, c'est-à-dire qu'ils sont conscients d'être seuls. Parce qu'il y en a plein qui ne sont pas conscients. Ça peut vite monter à 50%. Ça peut aller très loin. En fait, j'ai fait un petit sondage aussi, moi, avant, en montrant la couverture, d'ailleurs, à certains hommes. Parce qu'on m'avait dit, attention, les hommes, ils vont pas aimer ce titre et tout ça. Je fais, les hommes sont intelligents, ils savent quand même ce que c'est qu'une personnification, ne serait-ce que pour l'aspect littéraire. J'espère quand même. Mais c'est vrai que j'ai fait un petit peu mon enquête et ceux qui me disaient qu'ils n'aimaient pas et qui avaient un certain rejet, je dis, mais est-ce que tu as subi la solitude? Alors, ceux qui ne subissent pas la solitude et qui n'aiment pas le titre, ça, c'est une autre histoire. On n'est pas là pour parler d'eux. Bien sûr. Par contre, il y avait ceux qui avaient subi et qui me disaient, non, j'ai pas subi de solitude. Par contre, je posais, je creusais. Je disais, en fait, t'es complètement seul. T'es un dirigeant. Et ce que t'es en train de me décrire, c'est une solitude non conscientisée. Mais t'as pas mis le mot dessus, mais c'est pas grave. Mais voilà. Mais en tout cas, mais je te le dis, en fait, c'est une solitude que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas. Et chez les dirigeants, chez les hommes, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Merci Anna, merci Alexia. Merci, je termine toujours l'émission avec un petit jeu, mais qui n'a rien à voir avec la solitude. C'est juste pour apprendre à vous connaître un tout petit peu plus. Okay. Est-ce que vous connaissez, alors vous connaissez certainement pas ce dé, c'est le jeu du tu préfères. Tu préfères ceci ou cela. En fait, vous allez jeter le dé comme ça, vous allez lire tu préfères ou. C'est juste pour apprendre à connaître un petit peu votre caractère. Tu le lances en l'air, tu le rattrapes et tu vas tomber sur, ah bah les fiches sont tombées. Hop, tiens, donne-moi. Regarder un film ou lire un livre, oui. C'est pas cool. C'est vrai que j'aime les deux. Eh bah oui. Mais tu préfères quoi? Qu'on apprenne à te connaître tout petit peu sur cette question. Je vais dire lire un livre parce que je suis... Non, j'ai envie de dire lire ce livre. Lire ce livre. C'est bien tombé. Franchement, en ce moment, c'est plus regarder un film. Bon, et on a le droit de changer. Si on refait le jeu dans un mois, ça peut changer. Merci Alexia. Anna, on termine avec toi. Tu préfères te lever tôt ou te coucher tard? Alors, tous ceux qui me connaissent savent que c'est me lever tôt. Moi, c'est routine, me lever tôt, le week-end, les vacances, tout le temps. Mais alors, tu te lèves tôt naturellement? Je mets le réveil pour être sûre de me lever tôt. Je mets 15 réveils d'ailleurs, mais je me lève toujours au premier. Ouais, j'adore me lever tôt. D'accord. Bon, les routines. On connaît une petit bout de vos personnalités. Et toi, oui, on veut le faire. Oui, on veut te connaître plus. On veut savoir. Est-ce que je préfère la célébrité ou la fortune? Ah, intéressant. Je suis en train de me piéger moi-même avec mon jeu. La fortune. Alors, ça fait très rapace, mais la célébrité, je dirais pas que je suis célèbre, mais le peu j'ai touché du doigt des petits moments comme ça, c'est pas très drôle. Moi, j'aime bien être seule. J'aime bien être tranquille. Solitude voilà. Choisie. Solitude choisie. Voilà. Faut pas que je dise j'aime bien être seule, parce qu'effectivement, on en revient à. Mais la solitude choisie. Tu peux le dire. Hein. Est fort agréable. Ouais, tu peux le dire. Et puis même, tu partages comment tu vis bien ta solitude. Ça peut aider à partir du moment où si en face de toi, voilà. De dire aux gens qu'il y a des solitudes aussi agréables et que c'est important. Ça existe. Faudrait encore inventer un mot. Avoir peur. C'est ça. La positude, on avait dit la positude. C'est pas mal. La positude. Il va falloir qu'on rentre des mots dans le Larousse. J'ai fait un appel à l'Académie française. Il y a eu des propositions sur mes réseaux sociaux. Oui, il y a eu des appels. L'appel a été fait en tout cas. L'appel a été fait, ouais. C'est une très bonne nouvelle. Merci encore Anna. Merci Alexia. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si on a pu aider ne serait-ce qu'une personne aujourd'hui, on aura réussi notre mission. Je vous dis à très bientôt.